Bien, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Les micros fonctionnent? Super. Alors, grosse responsabilité d'avoir la première conférence en ouverture. Et je voudrais justement profiter pour présenter un certain nombre de généralités globales que très certainement vous retrouverez dans tous les conférenciers au cours de ce week-end. Il s'agit de parler justement des grands principes généraux de la maladie. Et je voudrais vous les présenter par un enseignement, peut-être que vous connaissez ou peut-être que vous ne connaissez pas, qui est l'enseignement d'Alice Bailey. Et donc à travers cet enseignement d'Alice Bailey, qui est un enseignement ésotérique pas toujours facile d'accès, il faut bien le reconnaître, eh bien il y a certaines données qui sont proposées. À vous de voir si ça vous convient, si ça ne vous convient pas, à quoi ça répond. Et en tout cas, c'est une manière peut-être d'introduire ce forum. Alors c'est vrai que c'est un sujet extraordinairement vaste que ce travail des médecines de l'âme, parce que si on cherche par exemple du côté des origines de la maladie, elles sont extraordinairement nombreuses et variées. Ça dépend complètement de l'état de conscience, ça dépend de l'histoire de l'humanité, ça dépend de tellement de choses qu'on peut trouver vraiment énormément de causes. Mais finalement, d'un point de vue ésotérique, on est à peu près d'accord sur une seule et même chose, à savoir que c'est avant tout une origine de conscience. Ça veut dire que ce n'est pas du tout une origine mécanique. C'est donc ça peut-être qui nous rassemble tous aujourd'hui, c'est de découvrir qu'est-ce qu'il y a donc dans cette origine de conscience des maladies, et qui ne fait pas que un corps, c'est quelque chose qui marche bien ou qui tombe en panne, et que quand on tombe en panne, eh ben, on l'emmène chez le médecin pour qu'il se soigne. On pourrait dire qu'il y a trois manières d'aborder les choses. Trois manières d'aborder justement la médecine de la guérison. La première, c'est justement cette manière mécaniste. C'est de dire, ben voilà, j'ai mon corps qui tombe en panne, il ne marche plus, et donc je vais l'emmener chez tel ou tel spécialiste, ou chez tel ou tel médecin, de manière à ce qu'il soigne, à ce qu'il le répare. Et donc on est tombé malade, et puis on espère qu'une fois qu'on va se relever, ben, on se retrouvera au niveau où on était. À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on a appris? Ben rien, la maladie, on ne s'est pas fait pour apprendre, dans ces cas-là, c'est juste fait pour réparer ce qui momentanément ne tombera pas, puisque c'est une machine. Ça, c'est le premier degré, on pourrait dire, de la conception, justement, de la maladie ou de la guérison. C'est le degré dans lequel l'être humain, qui est malade, le patient, n'a pas grand-chose à faire. Il a juste à se rendre chez son médecin, prendre des médicaments, voilà. C'est aussi celui qui peut faire appel à des chirurgiens, parce que c'est vrai que quelquefois, quand on est cassé, quand il y a des accidents ou des choses graves, on a effectivement besoin de ce type de médecine mécaniste très très utile. Deuxième aspect. Le deuxième aspect, il est beaucoup plus récent. C'est l'aspect psychologique. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qui va nous rassembler tous, et tous ceux qui vont parler après moi, dire que finalement, c'est vrai que l'origine de toutes les maladies, c'est la psychosomatique. Il n'y a strictement pas grand-chose qui soit en dehors, évidemment, de la psychologie humaine. Et qu'on trouve une médecine qui est de plus en plus en train, justement, d'intéresser et d'impliquer les gens du point de vue de leur psychologie. En disant que s'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a une maladie, c'est vrai que c'est quelque chose qui se dit à travers ça. Quelquefois, d'ailleurs, on va le souligner tout à l'heure, il y a une tendance à croire que quand on est malade, c'est parce qu'on a fait des bêtises, parce qu'on a fait des choses qui n'allaient pas. On va voir aussi que d'un certain point de vue, si on est malade, c'est peut-être qu'on a fait des choses de bien, de très bien même, qui vont vers l'évolution, et que notre corps a du mal à supporter ça. On va revoir sur votre aspect-là. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre systématiquement l'accent sur on a fait des bêtises et des choses qui ne vont pas, c'est aussi quelquefois l'inverse. Enfin, le troisième aspect, encore beaucoup plus récent, et dont justement ce forum témoigne, c'est de dire, mais peut-être qu'une autre manière aussi de se soigner et d'envisager la guérison, c'est de faire appel au monde de l'âme. L'âme qui est vraiment donc quelque chose qu'on pourrait dire le grand guérisseur fondamental. Et je crois qu'il y aura beaucoup de thèmes sur ce week-end là-dessus. Et donc c'est à travers l'âme que nous sommes que les choses vont pouvoir véritablement bien avancer. Ok. Seulement on pourrait se dire que psychologie, âme, pourquoi est-ce que c'est pas pareil? Parce que finalement âme, ça vient de anima en latin, qui veut dire âme, et psychologie, psycho, ça vient aussi de la même sens, le même mot, là aussi l'âme, mais en grec. Et donc fondamentalement la psychologie, ce sont les lois de l'âme. Mais c'est vrai que ça a été un petit peu détourné et qu'on a passé un petit peu sur autre chose. C'est pour ça que quand on dit médecine de l'âme, oui, mais quelle âme? Dans le langage courant, c'est vrai que la plupart du temps, l'âme, c'est vraiment quelque chose, même à travers la psychologie, qui est descendu dans l'arène de notre quotidien, tout simplement en déterminant les choses. C'est l'âme humaine, c'est le vague à l'âme, c'est le nombre d'âmes où on dit il n'y a pas âme qui vive. Ce sont des expressions comme ça où l'âme détermine plutôt l'ensemble de notre psychisme. Par le mot âme, souvent on détermine l'ensemble de la psychologie humaine, sa personnalité, son mental, son émotionnel, et tout ça on dit que c'est le monde de l'âme, qu'on pourrait appeler tout simplement le monde de l'âme humaine.
Oui, on pourrait effectivement le définir comme ça. Et pour beaucoup de personnes, c'est vrai que la médecine de l'âme pourrait simplement s'arrêter au fait de l'âme humaine, en disant que bah, forcément, quand on est malade, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas du point de vue de notre psychologie intérieure, il y a quelque chose à voir avec ça. Et puis il y a d'autres personnes pour lesquelles c'est évident que le mot âme va beaucoup plus loin, en disant non, non, mais on ne parle pas de l'âme humaine, on parle de l'âme divine. L'âme, le soi, ce que nous sommes fondamentalement. Et c'est là où il s'agit complètement d'autre chose. Et d'aller voir beaucoup plus loin ce que c'est. Finalement, c'est reprendre le mot psychologie au sens propre du terme. Finalement, la psychologie, c'est l'art de voir l'âme que nous sommes. Et toutes ces conséquences à travers ce qu'on pourrait appeler l'âme humaine. Et tout ça, finalement, ça forme un tout. C'est peut-être pas aussi séparé qu'on a l'habitude de bien vouloir le séparer. Là, dans les propos que je vais essayer de tenir avec vous ce soir, cet après-midi, c'est de dire, on va plutôt parler de l'âme divine. C'est surtout ça, et je crois que c'est le sujet fondamental donc, de ce forum, de voir en quoi l'âme divine amène quelque chose du point de vue de la guérison. Qu'est-ce que c'est véritablement? C'est vrai que si on regarde l'âme divine, qu'est-ce que c'est? On va le redétailler tout à l'heure. On pourrait considérer que cette âme, c'est vraiment le soi avec un S majuscule que nous sommes fondamentalement. Dans la méditation, on situe quelquefois justement ce soi ici, quelque part au-dessus de la tête. Et c'est ce point vibratoire qu'on cherche à rejoindre. Quelquefois, on a l'impression que, oui, mais ce soi, il n'est pas moi, puisqu'il est au-dessus de moi. C'est oublier que nous sommes des êtres beaucoup plus complexes et que nous avons énormément de corps physique, éthérique, émotionnel, mental, et que le tout forme une gigantesque aura, et que cette aura, c'est une grande bulle comme ceci, vous voyez, donc aussi bien en largeur qu'en profondeur, et que tout ça, c'est ce que je suis. Et généralement, on a le tort de vouloir s'arrêter à la petite définition de mon corps physique en pensant que je suis mon corps physique, et qu'au-delà, c'est pas moi. Si, c'est moi, et l'âme est bien en moi, à l'intérieur de moi, puisque c'est une autre partie de moi-même. En fait, c'est une parcelle d'esprit, et c'est ce que je suis fondamentalement. L'âme, c'est ce que je suis fondamentalement. Et la méditation consiste justement à aller chercher, mais c'est quoi que je suis fondamentalement? Le moi que je suis n'est finalement qu'un reflet de moi. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas l'être fondamental que l'on est. Alors comment est-ce qu'on pourrait définir un peu plus le monde de l'âme? On pourrait le définir avec 3 qualités fondamentales. La première qualité, ça va servir de test, vous allez me dire si là-bas vous voyez, c'est ce qu'on pourrait appeler le bien. Ça se voit? Bon, c'est bon, parce que après j'en aurai d'autres. C'est ce qu'on appelle le bien. Qu'est-ce que c'est que cette qualité du bien? C'est ce qu'on pourrait appeler finalement le fait que l'âme perçoit très clairement un plan, qu'on pourrait appeler quelquefois un plan divin, un plan planétaire. À savoir que si nous sommes en incarnation sur Terre, ça n'est pas du tout par hasard. Si nous sommes en incarnation sur Terre, c'est qu'il y a un plan global, dépendant d'entités absolument prodigieuses. Donc par exemple, ce qu'on appelle la conscience de la planète Terre, puisque la planète Terre est aussi un être vivant, qui a une conscience gigantesque, au service du système solaire, qui est lui aussi une conscience gigantesque. Et que tout cela, c'est un gigantesque plan qu'on appelle généralement de la matérialisation de l'esprit. À savoir que toute matière doit pouvoir... pardon, excusez-moi, la spiritualisation de la matière. Vraiment, l'inverse, n'importe quoi. Donc ce plan, c'est la spiritualisation de la matière. Faire que la matière se révèle en tant qu'esprit. Ce qui, pour nous dit pas grand-chose, puisqu'on ne sait pas ce que c'est que l'esprit et la matière. Mais en tout cas, c'est cette volonté-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas là par hasard. On ne s'est pas incarné sur Terre comme ça, pour nos beaux yeux, ou simplement parce que la vie a décidé comme ça. C'est vraiment à l'issue d'un plan global. Nous, en tant qu'âme, nous sommes venus sur cette terre pour y amener quelque chose de particulier qu'on pourrait appeler, qui est beaucoup plus à notre portée, tout simplement un plan d'amour. Apporter l'amour, l'unité, partout sur terre. Ça, c'est le projet. Et dans ce qu'on pourrait appeler cette volonté de bien, notre âme, elle est complètement détentrice de cela. Elle est cela fondamentalement. La deuxième qualité, c'est l'amour. Celle-là, on la connaît un peu mieux, bien que pour nous, l'amour soit beaucoup plus synonyme d'affectif. Là, il ne s'agit pas du tout d'affectif. Pour voir le meilleur synonyme qu'on pourrait trouver à amour, il faudrait trouver le mot unité. C'est l'unité de tout ce qui vit sur Terre. Ce n'est pas simplement l'unité des humains, hein. C'est l'unité des humains, bien sûr, au niveau horizontal, au niveau vertical, avec leurs plans supérieurs et les plans inférieurs, et c'est l'unité avec les animaux, les végétaux, les minéraux, et les devas, qui sont les esprits de la nature. C'est vraiment toute cette unité-là, sur le minimum terrestre. Plus tard, on peut aborder des unités encore beaucoup plus vastes, et c'est ça la qualité fondamentale. Notre âme a une qualité fondamentale, c'est ce processus d'unité. Et c'est ce qu'elle cherche en permanence à mettre en place. On voit donc qu'il y a un plan
Et ce plan, c'est un plan d'amour. Et l'âme, elle a une troisième qualité fondamentale qu'on va appeler le vrai. Je reprends, on pourrait les appeler complètement différemment, mais je reprends là les appellations un peu platoniciennes qui disaient que les trois qualités fondamentales, le bien, l'amour et le vrai. Alors, on l'appelle aussi quelquefois, à la place de l'amour, on l'appelle aussi quelquefois le beau. Ouais, pour faire encore plus, voilà. Le bien, le beau et le vrai. Le vrai, c'est vraiment une qualité d'intelligence, de mise en œuvre. L'âme sait parfaitement comment mettre en œuvre le plan d'amour. Comment mettre en œuvre le bien et le beau. Qu'est-ce qui est vrai dans ce système? Qu'est-ce qui est vrai dans tout ce que l'on connaît? Qu'est-ce qui est vrai dans la compréhension du monde? Et qu'est-ce qui est vraiment juste dans l'application du monde? On a donc là trois qualités qui forment un ensemble et qui nous disent, il y a un plan, c'est un plan d'amour, et ce plan d'amour, il doit être mis en œuvre par l'humanité que nous sommes. Voilà ce que représente le monde de l'âme. Ce sont ces trois qualités fondamentales. Naturellement, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce que nous avons à faire, nous, c'est à mettre en œuvre complètement ces qualités fondamentales. Ce qui va amener quelque chose de bizarre. On voit bien que l'âme, finalement, telle qu'elle est, ne peut pas du tout être malade. L'âme divine n'est absolument jamais malade. L'âme humaine, oui, en tant que psychologie, nous, effectivement, on a bien des problèmes. Mais l'âme, sur son propre plan, elle n'a strictement aucun problème. Elle est même la perfection. La maladie, c'est du point de vue physique. Donc, en aucun cas, l'âme ne peut être malade à ce niveau. Par contre, il y a une chose qui est un petit peu étrange. C'est l'âme qui nous rend malade. Ça, effectivement, ça peut surprendre. Eh oui, c'est finalement à cause du bien, à cause du beau, et à cause du vrai, que finalement les maladies vont naître à un moment donné, tant au niveau collectif qu'au niveau individuel. Là aussi, il faudrait faire beaucoup de détails, et je ne peux pas du tout faire ça en si peu de temps. On va s'intéresser surtout à toutes les personnes qui sont justement sur le sentier de l'évolution. Toutes les personnes pour lesquelles l'âme, ça veut dire quelque chose de fondamental, pour lesquelles justement, ça veut dire quelque chose de l'ordre que je viens de définir. Quand les personnes entendent effectivement qu'il peut y avoir quelque chose en nous, qui est le plan, qui est l'amour, et qui est la volonté de mettre tout ça en œuvre, alors il y a vraiment quelque chose qui peut avancer du point de vue de la guérison des maladies. Alors comment ça marche? Comment est-ce que ça va fonctionner? Et comment est-ce que finalement l'âme est ce qui nous rend malade? Ah! Eh bien, il faut savoir que le processus fonctionne par ce qu'on appelle le corps éthérique, le corps d'énergie. Ça, c'est quelque chose dont vous n'allez pas entendre parler tout le temps donc, ce week-end, parce que ce corps d'énergie, c'est vraiment la contrepartie du corps physique dense, et c'est lui par lequel finalement toutes ces guérisons, tout ça passe. Le corps éthérique, c'est vraiment donc un ensemble d'énergie qui dépasse notre corps physique dense à peu près de quelques dizaines de centimètres, ça dépend à quelle phase de la Lune, ça dépend comment, ça dépend de notre vitalité. C'est quelque chose qu'on peut voir assez facilement, ça ressemble à, c'est un petit peu transparent, un petit peu verdâtre, etc., ou violacé. C'est quelque chose qu'on peut percevoir. Mais ça n'est pas simplement une aura, c'est quelque chose qui interpénètre complètement notre corps. Simplement, comme c'est plus subtil, ça dépasse du corps physique. C'est sur ce corps d'énergie que vont travailler toutes les thérapies reliées à l'énergie. Magnétisme, radiation, acupuncture, ostéopathie, homéopathie, etc. Vraiment toutes les thérapies reliées à cela vont travailler avec ce corps d'énergie. Pourquoi? Parce que c'est ce corps qui est véritablement l'animateur du corps physique dense. En effet, il faudrait bien comprendre que le corps physique dense, malgré son système de muscles, de nerfs, etc., c'est simplement quelque chose qui est une marionnette. On l'appelle finalement quelquefois l'automate, la marionnette. C'est comme si le corps éthérique, oui, c'était les doigts qu'on glisse à l'intérieur d'une marionnette à gaine et puis qui anime. Et si ça s'est animé, c'est grâce au corps d'énergie. Vous retirez le corps d'énergie, le corps physique dense, il n'y a plus rien. Fonctionne tout. Il est simplement un résultat. Et ça, c'est très important parce que dans la guérison ésotérique, on conçoit justement que le corps physique dense est la conséquence de tout, mais il est la cause de rien. Ça veut dire que c'est simplement un tableau d'affichage. Ça veut dire qu'il affiche des maladies, il affiche des mal-être, il affiche des douleurs, il fait des tas de choses, mais c'est juste le résultat de ce qui se passe en amont. C'est donc juste un tableau d'affichage. C'est pour ça que quand on ne s'attache qu'à soigner le corps physique dense, on ne soigne que le tableau d'affichage. Pas du tout la cause, pas du tout ce qui est en amont.
Or, le corps éthérique est justement fondamental par rapport à ça. C'est le corps donc, qui anime notre corps physique. C'est lui qui lui donne toute sa vitalité. Et si on avait le temps, on pourrait développer comment par la respiration, comment par la nourriture. Il est tellement important donc, de pouvoir vitaliser ce corps éthérique. Après moi, il y a quelqu'un qui vous parlera aussi des fleurs de Bach, et ça aussi, ça traverse à travers le corps éthérique. Et puis, à travers ce corps éthérique, il y a une chose qui est fondamentale, c'est qu'il est aussi une interface fondamentale entre le monde de la conscience et le monde du physique dense. Ça veut dire que si le corps physique dense était livré à lui-même tout seul, je crois qu'on ne serait pratiquement jamais malade. On a atteint depuis le temps une telle perfection dans ce corps physique que ça irait remarquablement bien, sauf accident, sauf pollution, sauf cause extérieure. Et sinon, ça irait très très bien. Seulement le problème, ou l'avantage, c'est que ce corps éthérique il va servir d'interface entre le monde de la conscience et le monde physique dense. C'est le chaînon manquant de la psychosomatique. En fait, tout le monde est d'accord, même souvent, quelquefois, certains médecins qui ne sont pas forcément dans ce thème de la psychosomatique, mais tout le monde est quand même conscient qu'il y a quelque chose de la psychologie qui agit sur le corps physique. Ce qui manque, c'est de comprendre comment. Mais pourquoi est-ce que la psychologie d'un être agit sur le corps physique? D'un côté, on a de l'immatériel, et de l'autre côté, on a du matériel. Comment l'immatériel agit sur le matériel? Même si maintenant, avec la physique quantique, on a un petit peu plus d'idées là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir combien la découverte du corps éthérique et le fonctionnement de ce corps éthérique, et je sais s'il y a une cinquantaine d'années, il n'y a pas grand monde qui en parlait, et voir l'évolution fantastique qu'il y a maintenant, et de voir combien maintenant c'est le thème récurrent, et que toutes ces médecines travaillent justement à partir de ce corps d'énergie. Réaliser comment on peut réharmoniser ces énergies, travailler là-dessus, et du coup ça a des conséquences sur le corps physique dense. Je vous en parle parce que, justement, il y a un processus de conscience. Ça veut dire que qu'est-ce qui va nous rendre malades? C'est la conscience, quelque état de conscience que ce soit un état d'âme, que ce soit un état de personnalité, un état émotionnel, etc. On va détailler ça. Et ces états de conscience, ils sont suffisamment subtils pour parler avec le corps éthérique. Ils passent à travers le corps éthérique, qui lui est suffisamment dense pour transmettre au niveau du physique concret. Et donc il est vraiment l'interface entre les deux. Tout aspect de conscience passe par le corps éthérique, qui est ensuite traduit donc sur le corps physique dense. Voilà comment ça fonctionne. D'où l'importance clé de ce corps éthérique. Et à l'intérieur du corps éthérique, il y a des points de conscience. Ah oui? Ah oui? C'est pas bon. Bon. Ouais, ouais. Allez. Ah ouais. Il y a des points dont vous avez tous entendu parler, qu'on appelle des centres d'énergie, qu'on appelle des chakras. Et qu'est-ce que c'est qu'un chakra? Au sein du corps éthérique, eh bien, c'est la pièce qui est spécialisée dans un état de conscience par rapport à de l'énergie. On a 7 chakras, on a 7 états de conscience fondamentaux, et c'est à travers ça que ça va fonctionner. Je voudrais vous en donner déjà un bref aperçu. Ces 7 chakras, il y en a 5 qui sont à l'arrière de la colonne vertébrale. Je dis bien à l'arrière, ils sont à peu près une dizaine de centimètres à l'arrière de la colonne vertébrale. Il y en a un 6e qui est devant le front, et un 7e qui est justement là, par rapport au monde de l'âme, au-dessus du centre coronal. Donc nous avons vraiment donc, ces 7 chakras qui sont là, et chacun est relié à quelque chose de très spécifique. Le plus bas, c'est le chakra qu'on appelle le chakra coccygien. Je vais peut-être le dessiner avec ça. Ça écrit plus gros. Voilà. Voilà. Le chakra qui est en rapport avec le coccyx. Il est vraiment à la pointe du coccyx. Et ce centre, il est complètement enclenché dès qu'on est en conscience d'incarnation. Quand je suis bien dans mes baskets, quand je suis bien incarné, quand je vis comme ça, et que voilà, tout va bien dans ma vie, ce chakra fonctionne remarquablement bien. Il est d'ailleurs en rapport avec les surrénales, puisque chaque chakra enclenche une glande endocrine. Je dis si bien qu'à chaque fois que, éventuellement, on serait en danger, on aurait un danger un petit peu quelconque, et bien aussitôt, le chakra envoie de l'énergie donc, aux glandes endocrines. C'est ce qui amène un petit peu donc, des hormones et ce qui nous amène à survivre. Donc le coccyx, chakra de base, chakra très important par rapport donc, au fait que je suis là, bien installé dans ma vie, je suis dans mes baskets. Au-dessus, il y a ce qu'on appelle le chakra sacré. On l'appelle comme ça tout simplement parce qu'il est
au niveau du sacrum. Donc les deux ne sont pas à point, mais il y en a un qui est à la pointe, l'autre est juste en haut du sacrum. Et ce chakra sacré, il a une fonction très importante dans la créativité. C'est le chakra qui est extraordinairement en route parce qu'il correspond aux glandes sexuelles, tout simplement, donc on voit très très bien à quoi il sert. Et ça sert à faire des enfants, ça sert à créer matériellement tout ce qu'on veut. Donc faire sa maison, faire son jardin, créer, faire une entreprise, tout ce qui est de l'ordre d'une création matérielle, ça fonctionne avec l'énergie du centre sacré. Ça veut dire que, entendons-nous bien, chaque centre est une roue, hein, d'ailleurs chakra ça veut dire roue, et ça fonctionne comme une dynamo. Ça veut dire tout simplement qu'à partir du moment où vous avez un état de conscience donné, quand vous avez un certain état de conscience qui fonctionne, cet état de conscience va mettre en route cette dynamo, va faire tourner ce chakra. Et ce chakra, plus il va tourner vite, et il tourne de plus en plus vite au fur et à mesure que vous avez cet état de conscience, il va vous donner toute l'énergie nécessaire pour pouvoir faire ce que vous avez à faire. Donc quand vous avez un état de conscience qui est très très créatif sur le plan matériel, vous avez un centre sacré qui tourne très très vite. Ce qui est le cas de toute l'humanité. Quand vous avez vous êtes bien installé dans vos baskets, vous n'avez pas spécialement d'envie de suicide, vous êtes vraiment bien comme ça, vous avez un centre coccygien qui fonctionne également très très bien. C'est ce qui va se passer ensuite avec le troisième chakra, qu'on appelle le chakra solaire. Le chakra solaire, il est extrêmement important parce que c'est lui qui se met en route dès qu'on est dans le moi. Dès que je suis dans le moi-je, avec sa prédominance de l'émotionnel, du désir, de l'affect, on est complètement justement donc dans ce plexus solaire. Ça veut dire que là, il a une importance énorme. Là, il est en rapport avec le pancréas, et c'est vrai que lorsqu'on est un peu trop dans l'émotionnel et que le centre solaire tourne un petit peu trop vite, bah c'est vrai que ça provoque ce qu'on appelle le diabète, une des problématiques justement donc, du pancréas. Là, nous sommes dans les trois centres qu'on appelle sous le diaphragme. Et ces trois centres sous le diaphragme sont les trois centres, les trois chakras, qui sont complètement bien éveillés, en général, dans l'humanité. Il y a des tas d'exceptions, mais on va dire en général, en tout cas, donc ces centres fonctionnent très bien, parce que nous avons là toute la psychologie. Si vous voulez un petit peu comment fonctionne notre psychologie basique, uniquement à travers ces trois centres. Tout ce que nous faisons dans notre quotidien, penser concrètement à ce qu'on va faire, créer, aimer, désirer, avoir peur, notre sensibilité, être dans nos baskets, toute la psychologie du quotidien ordinaire, elle est uniquement centrée sur ces trois centres. C'est pour ça que quand on développe que le moi, bah, on n'a même pas besoin d'avoir à faire au chakra supérieur, tout est là. Mais quand on évolue, on va mettre en place les autres. À commencer par le chakra juste au-dessus du diaphragme qu'on appelle le chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est le chakra le moins ouvert dans l'humanité. Et le plus fermé. Il remplit. Il y a quand même tout ce qu'on est amoureux. Oui, l'ennui c'est que quand on est amoureux, quand on est passionnant amoureux, quand on est vraiment dans le mode amour, je t'aime à la folie, etc., le chakra du cœur, ça le laisse froid et indifférent. C'est le chakra solaire qui est à fond la caisse. Donc tout ce qui est de l'ordre de l'affectif, c'est le chakra solaire. Le cœur, il va s'éveiller que quand on commence à penser en termes d'unité. Le cœur, l'amour, le beau, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Quand on commence à penser, à sentir et à agir en termes de globalité, d'une manière impersonnelle, alors le chakra du cœur commence à s'éveiller. Vous commencez à comprendre pourquoi c'est le moins éveillé de l'humanité actuellement. Alors que c'est effectivement, si c'était un chakra qui avait un rapport quelconque avec l'amour chaud, l'amour affectif, ah bah ce serait le plus rapide. Parce que là, il tournait à fond. Non, voilà, au contraire, ça n'a aucun rapport. Par contre, le plexus solaire, oui, lui, est complètement en rapport avec cet amour affectif. Ce cœur, donc, il va s'éveiller progressivement. Et si on avait le temps, on pourrait faire le rapport entre la glande, le thymus, du chakra du cœur, son manque d'éveil et le sida, qui est en rapport avec le thymus, mais on n'a pas le temps d'entrer dans tous ces détails. Bon, après le cœur, on a le chakra de la gorge. Lui, il est beaucoup plus éveillé, parce qu'il est en rapport avec la créativité supérieure, on verra ça tout à l'heure, il est vraiment en rapport avec une créativité mentale. Quand quelqu'un commence déjà à vouloir faire de la musique, à faire de la peinture, à s'exprimer d'une manière artistique, à vouloir écrire, à vouloir dire des choses, à prononcer, à s'intéresser mentalement, quand on a une pensée, qu'on cherche à développer sa pensée, on ouvre complètement le chakra de la gorge. Et ainsi, vous avez donc les 5 chakras de la colonne vertébrale. Lorsque tout ceci, lorsque les 5, même un tout petit peu ouverts pour le cœur et la gorge, parce que ça ne s'ouvre pas d'un coup. Hein. Donc on peut dire que tous ici, si on s'intéresse à ce sujet, c'est que vraisemblablement, on cherche déjà à penser en termes d'ensemble, et qu'on a des choses donc, concernant le monde de la pensée, donc on a quelque peu ouvert ces chakras, donc on a une synthèse possible. Lorsque cette synthèse se fait, eh bien la synthèse se fait au niveau frontal. Donc le chakra frontal, c'est le chakra de la synthèse.
La gorge est en rapport avec la thyroïde et le frontal est en rapport donc avec ce qu'on appelle l'hypophyse. Et donc, ce chakra frontal, c'est comme ça qu'on fonctionne en tant que personnalité. Lorsqu'on nous demande le meilleur de nous, on fonctionne là. Et c'est là qu'est toute notre attention. Vous avez remarqué que quand on... Vous avez remarqué que quand on écoute quelqu'un et qu'on fonctionne avec toute notre synthèse, on le fait au niveau frontal. Ah ouais. Et puis, comme vous allez peut-être le faire déjà dans quelques minutes, quand j'ai commencé à vous ennuyer, ah ouais. Quand on est à l'arrière du front, c'est qu'on perd complètement la concentration. Puis à ce coup, il y a quelque chose qui va dire « Hein, qu'est-ce que tu as dit là ?» Aussitôt, dans notre posture, on fonctionne comme ça. Dans la méditation, c'est très important de commencer par là. Vous remarquerez que si vous vous centrez là, avant de communiquer avec le monde de l'âme, vous ne pouvez pas bâiller. Si vous bâillez, c'est que vous êtes centré à l'arrière de la tête, sur un troisième chakra mineur qui se trouve à l'arrière. Si vous êtes centré là, vous ne pouvez pas. Donc pour ça que c'est important de se centrer là, qui est la synthèse des 5 chakras qui sont donc dans le dos. Et puis nous avons enfin le centre coronal, celui qui est de contact avec l'âme. Il appelle comme ça parce que c'est la couronne, donc c'est le chakra supérieur, celui avec lequel on médite et on contacte le monde de l'âme. Bien. Donc voilà quels sont nos 7 chakras avec le diaphragme entre les deux. Ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure que nous évoluons, nous mettons en route progressivement ces centres. Et donc quelqu'un qui fait un effort vraiment d'évolution, là je ne suis pas du tout dans la majorité de l'humanité, je parle justement de médecine de l'âme, on parle vraiment de quelque chose qui va beaucoup plus loin, eh bien ça veut dire qu'on a quelque peu éveillé tout ça, même si c'est très très peu encore pour le coronal et le cœur, mais il y a quelque chose quand même qui frémit dès qu'on commence à s'intéresser à ce genre de phénomène vibratoire. Et donc on commence à fonctionner avec ces aspects-là. Et c'est là que c'est intéressant de voir les processus de sublimation, les processus de transfert, les processus qui vont faire qu'on va changer des choses. Par exemple, il y a un transfert qui va s'opérer du centre solaire au cœur. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, plus on va évoluer, plus on va passer du moi, le centre solaire, au nous, le cœur. Et ce transfert de conscience, attention, les transferts de chakras sont les conséquences de transferts de conscience. Ce n'est pas la cause. On n'essaie pas de travailler sur les chakras, on travaille sur la conscience. Et finalement, ça amène ça. Donc le seul fait, par exemple, de passer du centre solaire au cœur, ça veut dire que ce chakra solaire, il va vibrer moins vite, moins rapidement, avec moins d'énergie, et que le cœur va vibrer un peu plus vite, avec plus d'énergie. Si dans votre vie, vous avez vraiment mal mangé, si vous fumez comme des pompiers, si vous buvez de l'alcool, si vous allez chez McDo tous les jours, vous avez le cœur dans un sale état, le cœur physique. Or, tous les chakras vibrent par rapport à une zone du corps physique bien particulière qui est à côté de là où ils sont. Ça veut dire que si vous éveillez votre chakra du cœur, si de plus en plus vous vous mettez en conscience d'ensemble, en conscience de groupe, et que vous avez abîmé votre cœur, crise cardiaque. En effet, votre cœur n'est pas du tout habilité à vibrer d'un seul coup sur des vibrations plus subtiles et plus fortes. C'est pour ça que quand on dit, attention, si vous faites un travail sur le cœur, soignez un petit peu votre corps. Ne mangez pas n'importe comment. Parce qu'il faut qu'il soit lui-même en état de subir d'autres vibrations plus subtiles. Si vous voulez, c'est un petit peu comme quand on fait ce transfert, c'est comme si, quand vous changez votre conscience, vous vous décentrez quelque peu, vous passez de plus en plus à une conscience globale, c'est comme si vous mettez votre chakra solaire en hypotension et votre centre du cœur en hypertension vibratoire. C'est comme si vous passiez, vous voyez, du 220, vous passez du 50, du 250, du 270, du 280. Si votre cœur va bien parce que vous nourrissez bien et que vous ne faites pas d'excès, pas de problème. Par contre, effectivement, s'il a eu du mal, des excès. Et puis, il faut voir aussi que le centre solaire, qui irradie toute la zone estomac, foie, etc., bah lui, il a moins d'énergie. Et donc, si vous le stimulez beaucoup, vous risquez aussi d'avoir en même temps peut-être certains problèmes qui font que bah là, ça va être un peu plus difficile. Vous digérez moins bien, ou il y a des petits problèmes que vous n'aviez pas auparavant. Et oui, c'est intéressant de voir que finalement, parce que vous êtes en train de faire un transfert de conscience, ça s'accompagne d'un transfert de chakras, et du coup, ces chakras ne nourrissent pas de la même manière, avec la même électricité, vos zones du corps. Et vous voyez que ce que je suis en train de vous décrire, si vous êtes malade, c'est pas parce que vous avez fait des bêtises, c'est parce que vous évoluez.
Il y a une grande illusion qui consiste à s'imaginer que quand on évolue, on n'est pas du tout malade. C'est l'inverse. On va dire, ah bon, bah au revoir, on va pas évoluer. Peut-être avez-vous remarqué, parce que c'est quelque chose qui est souvent, qui peut quelquefois choquer. Vous remarquerez que quelquefois vous connaissez des gens qui ne cherchent pas du tout à évoluer, qui ne se posent pas du tout de questions, qui boivent, qui mangent de la charcuterie, qui boivent de l'alcool, etc., et qui sont jamais malades. Alors que vous mangez bien, vous faites attention à tout, vous méditez, etc., et il n'y a rien à faire, vous êtes malade. C'est pas juste quand même. Moi je fais des efforts pour évoluer. Non, c'est juste. Mais vous voyez, il faut qu'on se retire de cette idée qu'on est malade quand on fait des bêtises. On est malade je parle bien de l'évolution, hein. On est malade justement quand on fait bouger les choses. De la même manière, il va y avoir aussi quelque chose qui se fait du centre sacré au frontal. Progressivement, on a de moins en moins de goût pour la créativité physique et de plus en plus de goût par rapport à une créativité mentale. Ça, par exemple, par rapport à l'évolution de notre société actuelle, les femmes étaient pendant très très longtemps complètement cantonnées au centre sacré. Leur seule créativité, faire des enfants. Centre sacré à fond. Et maintenant, bon, ça suffit, quoi. Donc maintenant, une fois qu'éventuellement un enfant est fait, ou deux, bon, ben maintenant, on passe ici au niveau frontal. Au niveau de la... Oh là là, excusez-moi. Excusez-moi, c'est là, hein. Voilà. C'est centre sacré, gorge. Voilà. Et donc, on passe au centre de la gorge. Et donc, c'est là qu'on s'aperçoit que il peut y avoir aussi des troubles de la glande thyroïde, au niveau de la gorge. Il peut y avoir des troubles également au niveau des organes génitaux. Plein de choses, parce que justement, là aussi, les organes qui sont en rapport avec le centre sacré, ils ont moins d'énergie, et la gorge en a plus. Et là, on va s'apercevoir que quand on évolue, ça bouge des choses. Donc vous voyez, comme les choses ne sont pas séparées, comme je suis en train de vous le faire, quand on est véritablement de plus en plus en train de sa vie, de dire « je suis un peu plus impersonnel », je m'occupe de plus en plus de la globalité, et en même temps, je m'aperçois que ça amène un autre système de pensée, une autre expression dans ma vie, une autre créativité, un peu moins centrée sur le matériel et un peu plus justement sur le mental, ça vous change tout. Toutes vos énergies sont en train de monter, toutes vos énergies sont en train de transformer, et donc il faut se rendre compte que toutes les transformations et que tout ce que ça amène aussi sur le corps physique dense. Donc je ne dis pas que ça enclenche des maladies, mais ça enclenche des troubles. C'est sûr que quelquefois, on ne sait pas d'ailleurs, on va chez le docteur, je ne sais pas, il n'y a rien de bien déterminé, oui, pourtant j'ai des douleurs là, ou j'ai des palpitations, ou j'ai ceci, j'ai cela. Oui, c'est normal. Plus on évolue, plus on amène ce transfert de conscience, et donc ce transfert d'énergie. Et puis il y a un troisième transfert qui se fait également progressivement du coccyx, carrément au niveau coronal, lorsque justement, la volonté de vivre, elle cesse d'être purement instinctive au niveau coccygien, et elle devient reliée à l'âme, donc lorsque l'on est au niveau du coronal. Donc là aussi, plus on vit en tant qu'âme, plus les énergies donc sont transférées vers le haut. Si bien qu'à un moment donné, on s'aperçoit que dans notre vie personnelle, actuellement, on est très centré sur les 3 centres en dessous, et plus on monte dans la vie de l'âme, on est centré sur les 3 centres du dessus, le frontal ayant une petite place un petit peu à part, comme étant simplement, momentanément, une synthèse. Donc voilà pourquoi, oui, c'est intéressant de voir que, là encore, on peut se rendre compte comment, par notre évolution, on peut effectivement déranger complètement le fonctionnement du corps physique. Sachant que, naturellement, quand on a un corps physique, vous savez qu'il se renouvelle entièrement d'une manière cellulaire au bout de 7 ans, 8 ans pour les hommes, 7 ans pour les femmes. Donc c'est vrai que si on évolue lentement, ce qui est généralement un peu ce qu'on fait, c'est viable. Mais quelquefois, si on décide à un moment donné de mettre un peu les bouchées doubles et de changer les choses et de bousculer un peu, et se rendre compte, mais c'est pas possible, j'en ai marre moi, de cette créativité, je passe complètement à autre chose. Oui, d'accord, changement de conscience, le chakra, il y en a qui se disent, on se calme. Il ne faut pas vous étonner si du point de vue physique, il y a des conséquences. C'est absolument évident. Et vous n'avez pas fait d'erreur. Au contraire, c'est vraiment ça qu'il fallait faire. Mais c'est vrai que le corps physique, il a quelquefois du mal à suivre le rythme, parfois imposé par la conscience. Voilà donc comment ça fonctionne. Il faut donc bien comprendre qu'à chaque fois qu'on vit un certain état de conscience, c'est là où l'autre des chakras qui est éveillé, il a une influence sur les glandes endocrines. On pourrait rajouter que chaque chakra est en rapport avec un plexus nerveux, donc ils ont des conséquences à la fois sur le monde du corps éthérique, le monde d'énergie, sur le système nerveux et sur le système sanguin par les glandes endocrines. Donc ça commande tout. Voilà pourquoi finalement, dès que vous changez quelque chose au niveau d'un chakra, c'est tout votre système nerveux, tout votre système endocrinien qui est bouleversé, donc autrement dit, tout ce que vous êtes. Voilà pourquoi finalement c'est important de voir que chaque changement de conscience agit là-dessus et nous amène des changements tout à fait considérables.
Voilà, ça c'est ce que je voulais vous montrer dans la série « Comment ça marche ». Maintenant, arrivons-en justement à cette question importante. Je vous ai dit, l'âme nous rend malade. Oui, à cause du bien, du beau et du vrai. Le bien, on va le trouver ici, du point de vue du coronal, la volonté de bien, grande qualité. Du point de vue de la gorge, on va trouver le vrai. Et du point de vue du cœur, on va trouver le beau, l'amour. Il faut bien se rendre compte que l'âme que nous sommes, c'est vraiment l'être que nous sommes fondamentalement. Ça, c'est vraiment un point fondamental. On a toujours tendance à considérer que l'âme, c'est quelque chose qui est au-dessus de nous, qu'on a. Vous voyez, ça se traduit bien par une phrase bien précise. Moi, je sais que je suis une personnalité, je suis un moi, mais je sais aussi que j'ai une âme. Moi, j'ai une âme, je ne suis pas tout seul. Et vous voyez, tant que je suis comme ça, je reste complètement dans le centre solaire au niveau inférieur. C'est moi, moi, moi. Et moi, j'ai une âme. Il faut réussir à inverser en disant « moi, âme, j'ai une personnalité ». Et donc le jour où on se dit « mais je suis fondamentalement âme et j'ai une perso à ma disposition », ça change tout que de dire « je suis une personnalité et j'ai une âme ». Vous voyez, celui qui est complètement différent. Et ça, c'est une bascule. On pourrait définir de cette manière-là la bascule entre les chakras inférieurs et les chakras supérieurs. Un changement de définition de l'être. Qui est et qui a. À partir de ce moment-là, l'âme que nous sommes, elle cherche continuellement à nous faire progresser. Parce que le but de l'âme, comme je vous le disais, c'est d'amener ce plan d'amour sur Terre. Et pour amener ce plan d'amour sur Terre, l'âme que nous sommes, elle a eu besoin de construire une personnalité. Et cette personnalité est censée être l'outil de l'âme. Un outil qui est bien rebelle, un outil qui en fait qu'à sa tête, un outil qui même nie complètement l'existence de l'âme pendant très 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 longtemps, pendant de nombreuses incarnations. Ça ne compte pas, on n'en parle pas. Et donc ce qu'il va falloir, c'est progressivement amener cette personnalité, surtout quand elle commence justement à s'intéresser un petit peu à ce qui se passe au-dessus, à l'amener progressivement vers ces qualités-là. Comment ça va se faire? Eh bien, cycliquement, régulièrement, par exemple, eh bien, l'âme va dire, voilà, tiens, avance du point de vue de la conception d'un plan global, progresse. Et donc elle va amener une énergie qui va passer à travers le centre coronal et qui va descendre, voilà, comme ceci. Voilà. Ça va descendre là. Naturellement, qu'est-ce que ça va rencontrer sur la ligne que je viens de vous faire? Ça va rencontrer la ligne du centre coccygien. Et là, à mon centre coccygien, moi, j'ai tout à fait une autre vision du plan. L'âme nous dit, il y a un plan. Tu n'es pas là sur Terre par hasard. Tu es là maintenant pour avancer selon ce plan. Et moi, la conscience qui est reliée à mon coccyx, elle dit, non, non, moi j'ai qu'une vie et je en profite. Moi, mon plan, c'est un bon plan de vie. C'est en profiter, c'est être bien, c'est essayer de réussir ma vie, c'est faire que tout fonctionne bien comme ça pourrait être normal. Non, moi, c'est ça mon plan. Moi. Le plan de l'âme, amener l'amour sur Terre, je m'excuse, mais ça ne me parle pas trop, quoi. Et là, vous avez une superbe opposition entre les deux. Ça veut dire que la proposition de l'âme vient complètement contredire eh bien, ce que nous sommes ici. Voilà. Frottement. Bagarre entre les deux. À d'autres moments, c'est un aspect au niveau du beau. L'âme aussi, jusqu'à un moment donné, cycliquement, tiens, peut-être que là, il est prêt à entendre quelque chose, à faire un travail, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui va dans ce sens. Et donc l'âme, à travers le chakra du cœur, envoie des énergies particulièrement reliées à l'amour. Allez, avance dans le sens de l'ensemble. Essaye d'être un peu plus impersonnel. Ne sois pas tellement centré sur ta vie. Rends-toi compte que le plan est un plan qui nous concerne tous ensemble. On est tous globalement solidaires et on doit tous fonctionner ensemble. Et pas que l'humanité, les animaux, les végétaux, les minéraux, les esprits de la nature. On est tous ensemble sur le même bateau. C'est l'éthérien. Amène ta vie à être de plus en plus dans ce sens-là. C'est ça l'amour. Va dans ce sens-là. Et là encore, eh bien, on a, à partir du cœur, quelque chose qui va descendre là. Et qui va se heurter très rapidement à l'idée que j'ai au niveau de l'amour, au niveau de mon chakra solaire. Là, la conscience qui est reliée à mon chakra solaire dit
Non, non, l'amour, c'est pas ça. Non, l'amour, je sais ce que c'est. L'amour au quotidien, c'est j'aime ma femme, j'aime mes enfants, j'aime mon mari, j'aime mes amis, j'aime la vie, quoi, j'aime les vacances. Moi, j'aime bien manger, moi, j'aime bien ceci, moi, j'aime le cinéma. C'est ça, l'amour. Ça qui est important. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que j'ai envie, c'est personnel. Oh, ça peut même être beaucoup plus élevé, hein. Dire, non, non, moi, l'amour, c'est l'amour de Dieu, tel que moi, je le conçois personnellement. Oui, ça peut être subtil. C'est de se dire, non, moi j'ai une conception de l'amour, j'ai une conception du paradis. Moi, je médite pour obtenir mon paradis à moi. Et le cœur dit, non, on n'est pas là pour nous, on est là pour l'ensemble. Si tu médites, c'est pour tout le monde. C'est pas pour ton paradis à toi. C'est encore une vision trop personnelle. C'est une vision solaire, spirituelle, mais personnelle. Et le cœur dit, non, va plus loin. Et là encore, on va retrouver un conflit entre les deux. Et puis du point de vue de la gorge, c'est pareil. Là encore, de temps en temps, l'âme amène un peu plus de vérité. Entends ces vérités, entends cet enseignement, entends ce qu'on te dit, écoute les autres, lis, comprends ce dont ils retournent. Tu te poses plein de questions, mais est-ce que tu te poses des réponses? Est-ce que tu essaies vraiment d'entendre des réponses? Oui, oui, je les entends, mais bon, de là à les appliquer, oui, mais la vérité, il faut les appliquer. C'est pas tout de savoir, encore faut-il quelque chose, en faire quelque chose. Comment est-ce que tu transformes ta vie à partir de ces vérités? Est-ce que tu es de plus en plus, justement, dans cette notion de plan, qu'on est là tous ensemble et qu'on doit faire de notre vie, justement, la représentation de cela? La réponse au niveau du centre sacré, c'est de dire, non, mais moi j'ai pas que ça à faire non plus. Hein. Moi j'ai ma vie, quoi. J'ai ma créativité, justement, j'ai mon foyer, hein, j'ai mon boulot, j'ai mes sports, j'ai tout. Moi je suis complètement pris, hein. Même la méditation, moi j'ai pas le temps le matin, hein, parce que je me lève de bonne heure déjà, et donc faut pas trop m'en demander non plus. Voilà. Bon. Entre une créativité, vous voyez, qui est demandée, une vérité qui est demandée, une vérité de vie, et puis ma vérité, il y a un conflit. Et forcément, ça va poser des problèmes. Voilà comment précisément l'âme cherche à nous rendre malades. Parce qu'elle nous propose régulièrement des avancées, je vous rassure, hein, pas les trois en même temps. Hein. Et pas tous les jours. Par cycle, comme ça, de temps en temps. On le sent d'ailleurs quelquefois qu'il y a des poussées, il y a des choses comme ça qui vont. Il y a des moments où ça se repose un peu, mais bon, puis il y a d'autres moments où on sent bien que ça pousse. Et dans ces moments-là, qu'est-ce qu'on va faire? On sent bien aussi nos résistances. Et c'est intéressant de voir que plus la résistance est forte, c'est que plus je sens la proposition forte. Parce que ma résistance, elle est toujours à l'échelle de la proposition. Et regardez ce qui est intéressant pour passer à une autre octave et juste en dire un mot parce qu'on n'aura pas le temps, c'est exactement pareil du point de vue de l'humanité actuellement. Peut-être que vous vous étonnez de voir combien il y a des résistances en ce moment dans l'égoïsme, la séparation, chacun chez soi. Comment on veut plus du tout de certains systèmes de coopération, pas d'Europe. Il faut que chacun revienne dans son système, etc. Et comment on voit toutes ces monstruosités qui surgissent partout dans le monde, un peu. S'il y a des monstruosités, c'est qu'il y a des résistances. Et s'il y a des résistances, c'est qu'il y a des propositions. Et s'il y a des propositions, c'est qu'on est prêt. C'est pour ça que c'est intéressant de voir, voyez, une autre manière de voir le monde. Si on voit qu'il y a tellement de refus d'amour en ce moment, d'une manière très puissante, plus puissante que jamais, c'est peut-être parce que justement, il y a d'autant plus de propositions d'amour et qu'il y a de plus en plus de gens qui les sont. Plus nous sommes nombreux à accueillir justement ces propositions d'âme, du point de vue du bien, du beau ou du vrai, plus ça va gêner énormément de monde qui vont opérer la résistance du point de vue des trois chakras en dessous, dire ça jamais, ce type de vrai, jamais. Vivre ensemble, certainement pas. Un plan global, tiens, moi, à part mon plan personnel, rien d'autre. Et ça, c'est très intéressant à voir, oui, parce que c'est ce qui nous redonne vraiment de l'espoir, si jamais on était un peu découragé de l'évolution du monde, c'est se rendre compte que plus la résistance est forte, c'est signe que plus les propositions sont fortes. Et plus les propositions sont fortes, c'est qu'on est vraiment, nous, prêts, humanité, à les laisser passer. C'est pour ça que c'est tellement important que nous soyons de plus en plus le relais de ces énergies et qu'on ne soit pas justement donc, en résistance, non plus en laisser tomber. Ce que je voulais vous montrer aussi par rapport à ça, c'est que qu'est-ce qui va provoquer la maladie? Ce qui va provoquer la maladie, c'est pas le frottement. La dualité, on dit qu'elle est complètement normale. Donc ce qui va provoquer la maladie, et ça vous donne un important enseignement d'ailleurs sur la puissance du regard, on dit c'est que quand la personne sent le frottement en elle, quand elle sent la contradiction en elle, quand elle sent la dualité en elle, elle va regarder ce point. Et focalisant sur ce point, elle va appeler la maladie.
C'est lorsque nous regardons sur nos contradictions, c'est lorsque nous focalisons sur ces points de friction que nous appelons à ce moment-là la maladie. Quel genre de maladie? En ce qui concerne le bien, ce sont souvent, ça touche les gens qui sont vraiment de type mental et qui sont déjà bien avancés. Le bien, c'est pas le plus répandu. Ça touche souvent l'irritation de voir le monde aussi peu avancé. C'est vraiment les gens qui disent mais c'est pas possible, il y a un plan. Et puis même moi dans ma vie, j'ai du mal à le mettre en œuvre, et puis l'humanité ne le met pas en œuvre. Il y a quelquefois des irritations, des inflammations qui se font là, et ça donne ce type de maladie. Par rapport au beau, ça donne aussi beaucoup de choses concernant les problèmes, comme nous l'avons vu, donc au niveau de la sphère intestin, cœur, estomac, foie, etc. Et puis donc des problèmes au niveau du cœur. C'est vraiment là que ça se passe, donc quand on passe continuellement de l'un à l'autre et qu'on résiste à cela. Même nous, quand on se dit, mais je sais qu'il faut être de cœur, j'y arrive pas, et qu'on se désole de ça. Quand on se désole de ça, on met l'accent là-dessus, on regarde ça, et ça provoque une inflammation. C'est aussi comme ça qu'on va enclencher des cancers. Bon nombre de cancers sont très très en rapport avec la notion de cœur, parce que le cancer est une maladie d'inhibition qui agit à travers les chakras. Donc dès qu'il y a quelque chose comme ça qui se fait de cette manière-là, c'est justement à cause de cette problématique. Et puis, le vrai, du point de vue de la gorge, eh bien ça va enclencher toutes sortes de problématiques, du point de vue, par exemple, de tout ce qui est articulaire, du point de vue des choses qui fait qu'on... Comme j'ai du mal à m'assouplir, à accueillir une autre vérité, que je crispe un peu sur mes vérités, même si je sais que c'est pas vrai ce que je fais, mais j'ai quand même du mal, voilà, c'est toutes mes articulations, c'est mon dos, c'est ça. Ça, c'est des problèmes de vérité. Et la problématique fondamentale, c'est les rhumatismes. Les rhumatismes sont typiquement une maladie, donc de vrai. Voilà donc un petit tour d'horizon, très rapide, forcément très rapide, mais pour vous indiquer quelques grandes lignes de force. Pour vous montrer déjà que, bien sûr, il y a bien d'autres choses dans la maladie. Il y a des moments où on est malade parce que la Terre est polluée, on est malade parce qu'il y a des maladies karmiques, il y a des maladies parce qu'il y a plein d'autres raisons. Mais je voulais particulièrement, parce que les autres conférenciers vont beaucoup vous en parler, mais je voulais mettre un petit peu l'accent justement là-dessus, sur le fait que, oui, mais aussi on est malade d'une manière tout à fait normale parce qu'on évolue, et qu'il ne faut pas du tout s'en vouloir, il ne faut pas du tout focaliser là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut faire alors à ce moment-là? Relever le regard. Relever le regard. Ça veut dire que à un moment donné, on est malade surtout de notre dualité. On est malade de notre point de friction. On est malade parce que justement, on regarde ça, puis on s'en veut quelquefois. Puis ça ne va pas, il faut que ça change. Et donc, c'est toujours de relever maximum le regard. Quand vous sentez que quelque chose ne va pas, et c'est là, justement, le but un petit peu de ce forum, c'est de dire, mais plus on accepte la proposition de l'âme, plus c'est quelque chose qui fait que ça va soigner véritablement. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas à vous aider des autres médecines, mais c'est vraiment là où vous allez avoir quelque chose qui peut vous aider fondamentalement. C'est pour ça que c'est intéressant de repérer, quand on a quelque chose, est-ce que c'est une maladie du vrai, est-ce que c'est une maladie du bien, ou est-ce que c'est une maladie du beau? Est-ce que c'est une maladie qui est dans la zone cœur, chakra solaire, ou c'est une maladie qui est dans la zone corps, gorge, centre sacré, ou dans la zone coccyx coronal? Où se situe la maladie? Souvent, là où elle se situe, et le plus souvent, d'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que quand on a par exemple une maladie au niveau de la gorge et du centre sacré, souvent, ces deux parties sont quelque peu atteintes. Il y a des correspondances à ce niveau-là, de même ici au niveau du cœur. Ben, quand on voit ça, on se dit, ok, c'est-à-dire que pour l'instant, je suis en train de résister à une proposition de cœur, ou à une proposition de vrai, ou à une proposition de bien. Ok, ben, je laisse tomber, j'essaie vraiment de me mettre le plus possible dans cette acceptation. Vous n'arrivez pas à savoir si c'est du bien, du beau ou du vrai? Reliez-vous à l'âme dans tout ce qu'elle est, dans ces trois qualités fondamentales, et ça marchera très très bien aussi. C'est vraiment quelque chose qui fait qu'à partir de ce moment-là, il y a une véritable guérison qui peut s'enclencher, et en se disant que grâce à ça, eh ben, on avance, on progresse. Et c'est ça qui nous fait vraiment, vraiment bouger. La maladie, c'est vraiment l'ennemi de l'immobilisme. Donc à travers ça, il y a vraiment quelque chose qui fait qu'on avance. Voilà ce que je voulais vous raconter cet après-midi. Bien, déjà, merci pour cette belle présentation. Simplement, nous est-il possible de nous parler un peu de la couleur de tous ces chakras? Parce que toute vibration émet des choses autres que... Hein. Et puis, si vous avez une explication aussi sur la présence de tous ces gens, qui sont quand même à 80% féminins, est-ce que vous avez une explication? Bon.
Les hommes sont dans le tout avoir leur bien, hein. C'est tout. Oui. En ce qui concerne la couleur des chakras, je ne vous répondrai pas parce que c'est une question extrêmement complexe. Il faudrait déjà faire la différence entre lumière et couleur. Chaque chakra, il y a une lumière et il y a une couleur. Et là, on rentre dans les détails. En ce qui concerne effectivement la présence un petit peu maximum féminine dans ce genre de choses, on va la trouver ici, dans notre travail. À savoir que ce sont les hommes, dans notre société d'il y a un siècle, les hommes se sont donné le rôle de développer le centre solaire. Représentant à l'extérieur, c'est moi qui ai un métier, c'est moi qui parle, c'est moi le chef. Les femmes étant le femme au foyer, donc le centre sacré. On s'est partagé, donc homme-femme, centre sacré, centre solaire. D'où, lorsque les hommes apprennent à passer au cœur, à s'ouvrir un petit peu à la personnalité, les femmes apprennent, elles, à parler, à passer au niveau du mental et de la compréhension abstraite des choses et d'arriver à être ouvertes à une autre explication du monde. Naturellement, c'est une explication tout à fait historique, mais qui bientôt n'a plus du tout aucun sens parce que maintenant, les hommes et les femmes développent en même temps le sacré et le cœur et la gorge. Mais historiquement, on peut effectivement faire comme ça. De même que, historiquement, c'est les hommes qui avaient un maximum d'infarctus, et c'est les femmes qui avaient un maximum de problèmes au niveau de la glande thyroïde et puis des organes génitaux. Les yeux seraient liés à quel chakra? Le problème des yeux? centre frontal. Il n'y en aurait pas un deuxième? Merci. Comme vous voulez. Encore une question, ça sera probablement la dernière. Merci, bonjour. Bonjour. C'était une question par rapport au centre coronal, donc avec les maladies liées au bien. On parlait de tout ce qui était inflammation. Mais quasiment toutes les maladies sont liées à une inflammation. Donc est-ce que c'est le chef d'orchestre de toutes les maladies, le coronal? Ok. Ce qu'il faut voir, c'est que quand j'ai parlé d'inflammation, c'est inflammation due à une irritation fondamentale de l'être par rapport au plan. Donc ça crée une inflammation beaucoup plus psychique, psychologique, pas du tout cutanée ou par rapport. Ça pourrait aussi descendre après sur le corps physique, peut-être par une inflammation comme ça, mais fondamentalement c'est vraiment une inflammation beaucoup plus intérieure et psychologique. C'est d'ailleurs la forme la plus rare des trois, c'est celle qu'on rencontre le moins. Plus on va avancer dans la conscience, dans l'humanité, plus on sera focalisé sur cette notion de plan, plus on rencontrera ça. Pour l'instant, la grande majorité, c'est des problèmes de vérité. C'est qu'on sait tous qu'on a certaines vérités, on sait qu'il y a un corpus de vérité, et on n'arrive pas dans notre vie, ça nous agace, à vivre ces vérités au même sens qu'on les croit. Donc c'est vraiment ça, le maximum, c'est gorge, centre sacré. En deuxième, c'est cœur solaire, en troisième, c'est les maladies de cœur. C'est bon? Alors, simplement, vous avez, si les conférences que nous faisons vous intéressent, eh ben, vous avez des papiers comme ça, sur la petite table là-bas en sortant. Et puis, vous avez également... Il avait été initialement vendu par la librairie Garin, mais ils ne l'ont pas fait. Donc le livre qu'a fait ma compagne, donc Frédéric. Et donc c'est un livre que vous allez... On a quelques exemplaires qui seront sur la table, mais sinon vous pourrez toujours les commander. Voilà, l'écologie du soi. Et ben, je vous remercie beaucoup. Et bonne continuation.